Le lendemain de l'enterrement de mon mari soldat, j'ai vu mes beaux-parents changer les serrures. Seule la famille de sang, ton temps ici est fini. Je l'ai regardé, tu as oublié un détail. Je suis rentrée chez moi à 9 heures du matin alors que le soleil venait à peine de se lever au-dessus des toits des maisons voisines. Lisa m'a raccompagnée, m'a embrassée pour me dire au revoir et m'a dit qu'elle m'appellerait dans la soirée. J'ai acquiescé sans la regarder dans les yeux. Je ne voulais qu'une chose, entrer dans la maison vide, m'allonger sur le lit où flottait encore l'odeur de Jordan et ne penser à rien. Mais devant le porche se trouvait la camionnette grise de mon beau-père et sur les marches, Michael était assis, fumait et regardait ailleurs. Quand je me suis arrêtée, il a jeté son mégot dans l'herbe et s'est levé, mais sans me saluer. Je suis passée devant lui, j'ai tendu la main vers la porte et je me suis figée. La serrure était neuve, brillante, avec des pièces en laiton neuves et des traces de perçage récentes tout autour. Et près de la porte se tenait Warren, un tournevis électrique à la main. À côté, sur le sol du porche, se trouvaient mes affaires. Plusieurs cartons dans lesquels quelqu'un avait soigneusement rangé mes vêtements, mes chaussures et mes produits de toilette. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai senti ma gorge se dessécher. Warren a lentement levé la tête. Son visage était impassible, ses lèvres serrées. Il posa le tournevis dans la boîte à outils, s'essuya les mains sur son jean et se redressa. Sophie, nous devons parler, dit-il d'un ton qu'on utilise généralement avec ses subordonnés au travail. De quoi? Pourquoi avez-vous changé les serrures? Et qu'est-ce que mes affaires font ici? Marlène sortit de la maison, elle tenait une autre boîte dans ses mains qui contenait mes livres, mes cadres photos et les petits objets qui se trouvaient dans la commode. Elle posa la boîte sur les marches sans me regarder. Cette maison appartient à la famille Graves, dit Warren. Jordan était notre fils biologique, pas toi. Ton temps ici est révolu. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Nous avons enterré Jordan hier. Il y a 24 heures, je me tenais près du cercueil, tenant un drapeau plié dans mes mains et écoutant le prêtre parler d'honneur et de sacrifice. Et aujourd'hui, on me chasse de ma propre maison. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je entendu ma propre voix dire, mais elle m'a semblé étrangère, lointaine. Nous pouvons, a répondu froidement Warren. La maison est à mon nom. Nous l'avons achetée il y a 30 ans quand nous nous sommes mariés. Jordan a grandi ici. C'est notre nid familial. Mais j'ai vécu ici pendant 3 ans, en tant qu'épouse de notre fils. Maintenant, il n'est plus là. C'est notre famille qui va vivre ici, notre famille biologique. Marlène s'essuya les yeux avec un mouchoir, mais ne pleura pas. Elle me regardait comme si j'étais une étrangère qui avait envahi son territoire. Nous avons rassemblé tes affaires, dit-elle doucement. Tu peux les prendre maintenant. Si tu oublies quelque chose, nous te l'apporterons plus tard. Je restais là, incapable de croire ce qui se passait. Michael n'avait toujours pas dit un mot, il s'est approché du pick-up, s'est appuyé contre le capot et nous a regardés. Warren a pris la clé du nouveau cadenas, l'a tournée entre ses doigts, puis l'a mise dans sa poche. Nous ne voulons pas te faire de mal, a-t-il poursuivi, mais c'est juste, Jordan était notre fils. Michael est notre fils, nous sommes seuls avec notre chagrin et nous avons besoin de cette maison. Tu es jeune, tu peux tout recommencer à zéro, pas nous. Je sentis quelque chose de chaud et de brûlant bouillonner dans ma poitrine. Il me rejette comme un objet inutile, il me regarde comme une étrangère alors que pendant 3 ans, j'ai partagé leur table pour Thanksgiving, aidé Marlène à préparer Noël, écouté les histoires de Warren sur son travail. J'ai les papiers, ai-je soudain entendu ma propre voix, ferme et calme. Jordan a laissé un testament. Warren s'est arrêté, incrédule, Marlène a sursauté et m'a regardé. Quoi? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier que Jordan m'avait donné 2 mois avant son dernier départ. Il m'avait dit alors, c'est au cas où, mets-le en lieu sûr, mais je n'avais pas demandé ce qu'il contenait, maintenant je le savais. Tiens, dis-je en sortant le document et en le tendant à Warren, le testament certifié par un notaire le 23 mars, la maison m'est léguée. Warren m'arracha le papier des mains, le déplia et commença à le lire. Son visage changea progressivement d'expression, d'abord la méfiance, puis le choc, puis la colère. Marlène lui saisit le coude. Qu'est-ce qui est écrit là? Il lui a laissé la maison, dit Warren en serrant le papier dans son poing. Notre maison, il lui a donné notre maison. Marlène s'est mise à pleurer, bruyamment, violemment, désespérément. La forcer, a-t-elle crié en me pointant du doigt. Petite rusée, tu l'as forcé à signer ça. Je ne savais même pas pour le testament avant ce matin, et je dis doucement. Mensonge. Marlène s'avança vers moi, le visage déformé par la colère. Il n'aurait jamais fait ça à nous, jamais. Michael s'approcha, prit le document des mains de son père et le lut. Puis il me regarda longuement d'un air grave. C'est bien sa signature, dit-il. Warren attrapa par l'épaule l'électricien qui se tenait à l'écart, l'air gêné. Donnez-moi la clé, ordonnai-je. L'électricien regarda Warren, puis moi, puis me tendit une nouvelle clé. Je la pris, contournai Marlène qui sanglotait toujours, déverrouillai la nouvelle serrure et ouvris la porte. Puis je me suis retournée. Merci pour les cartons, je vais les rentrer moi-même. Sophie, commença Michael, ce n'est pas la peine, l'interrompis-je. Partez. J'entrai dans la maison et refermai la porte. Je restai dans le couloir, adossé au mur, et écoutai les voix étouffées qui provenèrent de l'extérieur. Marlène criait quelque chose à propos d'un avocat, d'une injustice, du fils qu'elle avait perdu. Warren restait silencieux. Puis le moteur du pick-up se mit à vrombir et le bruit s'éloigna progressivement. Je me suis lentement laissé glisser sur le sol. La maison était vide et silencieuse. Mes affaires étaient sur le porche. Jordan était parti depuis 2 jours. J'ai serré mes genoux dans mes bras, j'ai posé mon front contre eux et j'ai pleuré, pour la première fois vraiment, sans témoin, sans avoir à garder la face.
Je pleurais parce que j'avais perdu mon mari, je pleurais parce que ses parents s'étaient révélés être des étrangers, je pleurais parce que je ne comprenais pas pourquoi Jordan ne m'avait rien dit au sujet du testament, et je pleurais parce que je devais désormais vivre avec cette connaissance, la connaissance que mon mari était mort. Quand mes larmes se sont taries, j'ai essuyé mon visage avec ma manche, je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre. Il n'y avait plus personne dehors, seulement des cartons sur le porche et des éraflures fraîches sur la porte, les traces d'une nouvelle serrure dont je n'aurais plus besoin. J'ai regardé mes mains, elles tremblaient, et une seule pensée tournait dans ma tête. Pourquoi Jordan ne m'avait-il pas parlé du testament? Que ne savais-je pas encore sur mon mari? Je suis retournée au travail une semaine après les funérailles. La directrice du centre sportif, Gloria, m'a dit de ne pas me précipiter, que j'avais droit à des congés, mais je ne pouvais pas rester à la maison. C'était trop calme, trop de temps pour réfléchir. La piscine m'a accueillie avec son odeur familière de chlore et de carrelage humide. Je me suis changée dans le vestiaire, je suis sortie vers le bord du bassin et j'ai senti que quelque chose avait changé. Les parents des enfants que j'entraînais se tenaient en petits groupes près de l'entrée. Ils parlaient à voix basse, mais lorsqu'ils m'ont vu approcher, ils se sont tus. L'une des mères, Kathleen, m'a adressé un sourire crispé et s'est détournée. J'ai donné mon cours en essayant de ne pas prêter attention au regard. Les enfants nageaient, faisaient des exercices, et je me tenais au bord de la piscine pour leur montrer comment respirer correctement, comment se tenir. Mais après le cours, Kathleen est venue me voir. Sophie, a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Je voulais te parler, ma fille Emma, elle ne viendra plus aux entraînements. Pourquoi? M'étonnai-je. Emma était l'une des meilleures du groupe. Kathleen tripotait nerveusement la bandoulière de son sac. C'est juste que, tu sais, on a beaucoup de choses à faire en ce moment, elle doit se concentrer sur l'école. Je savais que c'était un mensonge. Emma aimait la natation plus que tout au monde. Kathleen, si j'ai fait quelque chose de mal. Non, non, elle m'a enfin regardée. Ce n'est pas à cause de toi. Enfin, écoute, je ne veux pas me mêler des affaires des autres. C'est juste mieux comme ça. Elle est partie et je suis restée près de la piscine avec une sensation d'oppression dans la poitrine. Au cours des semaines suivantes, trois autres parents ont retiré leurs enfants du groupe. Ils ont invoqué différentes raisons, trop occupés, déménagement, changement d'intérêt, mais je voyais dans leurs yeux la même chose que dans ceux de Kathleen. De la gêne, de la honte, une réticence à me regarder en face. 2 semaines plus tard, Gloria m'a convoquée dans son bureau. Elle était assise à son bureau, triant des papiers, sans lever la tête. Sophie, assieds-toi, a-t-elle fini par dire. Je me suis assise, Gloria a soupiré, a retiré ses lunettes et s'est frotté le nez. Écoute, je ne sais pas comment te le dire avec délicatesse, alors je vais être directe. J'ai reçu des plaintes. Des plaintes? Je n'arrivais pas à y croire. À propos de quoi? Pas à propos de ton travail. Tu es une excellente coach, tout le monde le sait, mais il y a des rumeurs. Sur ta vie privée, sur ta maison, sur la famille de ton mari, les parents disent Moine qu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient impliqués dans les conflits des autres. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Je n'implique personne dans quoi que ce soit. Je sais, mais les rumeurs, c'est compliqué. Elles ont leur propre vie. Et là, tu devrais peut-être prendre des vacances, au moins un mois, pour que tout se calme. C'est injuste. Je sais, soupira Gloria à nouveau. Mais c'est le business, Sophie. Je ne peux pas perdre de clients. Je suis sortie de son bureau avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Je me suis assise sur un banc, dans le vestiaire. J'ai regardé mes mains et je n'arrivais pas à croire que tout cela était réel. Mes beaux-parents avaient répandu des rumeurs à mon sujet. Ils avaient dit aux gens que j'avais trompé Jordan, que je leur avais volé leur maison. Et maintenant, je perdais mon travail à cause de cela. Ce soir-là, je me suis sentie mal. Je préparais le dîner, je coupais des légumes. Et soudain, tout s'est mis à tourner devant mes yeux. J'ai à peine eu le temps de courir jusqu'à la salle de bain. J'avais tellement envie de vomir que j'avais l'impression que mes entrailles allaient se retourner. Quand tout a été fini, je me suis assise sur le sol froid, le dos appuyé contre le mur, et j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait. Puis je me suis souvenu que mes règles auraient dû arriver il y a 2 semaines. Mais je n'y avais pas prêté attention. Avec le stress après la mort de Jordan, tout m'était sorti de la tête. Je me suis levée, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mon visage était pâle, avec des cernes sous les yeux. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté 2 tests. Les deux ont affiché 2 bandes. Je me tenais dans la salle de bain, un bâtonnet en plastique à la main, et je ne ressentais rien. Je suis enceinte. De Jordan, il est mort et je porte son enfant sous mon cœur. J'ai caché les tests dans un tiroir, j'ai posé de vieux produits de beauté dessus pour que personne ne les voie par hasard. Personne ne devait le savoir, surtout pas mes beaux-parents. Cela aurait été pour eux soit une arme, soit une raison supplémentaire de me détester. Ils auraient peut-être dit que cet enfant était un moyen de manipuler leurs sentiments. Ou pire, qu'il n'était pas du tout de Jordan. Les larmes me sont montées aux yeux. Le lendemain, Lisa est arrivée. Elle a apporté du jus, des fruits et du pain frais. Elle s'est assise avec moi dans la cuisine et s'est servi un verre de jus. Comment vas-tu? M'a-t-elle demandé. Ça va. Sophie, ne me mens pas. J'ai baissé les yeux vers la table. On m'a mise en congé. Les parents viennent chercher leurs enfants à l'entraînement. Ils disent que j'ai volé la maison d'une famille de héros. Lisa jurait doucement, mais avec véhémence. C'est Warren et Marlène qui racontent à tout le monde que tu as forcé Jordan à rédiger son testament. Ils ne peuvent pas accepter que leur fils t'ait laissé la maison. Je ne l'ai pas forcé. Je ne savais même pas qu'il avait rédigé un testament avant le jour où ils ont changé les serrures.
Je sais, mais ils s'en moquent, ils veulent en la maison et ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Lisa finit son jus et posa son verre sur la table. J'ai entendu quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que Warren et Marley ont contracté un emprunt hypothécaire. Il y a environ un an, une grosse somme, je levai la tête. Un emprunt hypothécaire, mais la maison était au nom de Warren. Oui. Et la banque leur a prêté de l'argent en échange de la garantie immobilière. On dit que c'était pour l'opération de Michael. Il avait des problèmes de dos après l'accident, il ne pouvait pas travailler. L'opération a coûté très cher. Je me suis souvenu que Michael avait porté un corset tout le printemps dernier, que Marlin avait pleuré dans la cuisine pensant que personne ne la voyait. Comment Warren était devenu sombre et silencieux, et ils ne peuvent ni pas rembourser le prêt. On dirait bien, s'ils ne remboursent pas avant la fin de l'année, la banque saisira la maison. Je me suis adossé au dossier de ma chaise. Tout à coup, tout s'est mis en place. Jordan avait découvert la dette, il a compris que ses parents risquèrent de perdre leur maison. Et il a rédigé un testament, non pas pour les blesser, mais pour les protéger. Si la maison m'appartient, la banque ne pourra pas la saisir, du moins pas aussi facilement, parce que j'avais de l'argent. Il voulait les sauver, ai-je dit doucement. Peut-être, a répondu Lisa en se penchant vers moi. Peut-être pensait-il que tu rembourserais la dette, tu as des économies, tu as toujours été prudente avec l'argent. J'ai acquiescé. En effet, j'avais de l'argent, pas une somme énorme, mais suffisante. Je mettais de côté une partie de mon salaire chaque mois, Jordan aussi. Nous avions prévu d'acheter un jour une petite maison au bord de la mer. Cet argent était désormais sur un compte attendant son heure. Mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Je ne sais pas, peut-être qu'il ne voulait pas m'inquiéter, ou qu'il pensait pouvoir tout m'expliquer à son retour, mais il n'est jamais revenu. Je me suis couchée vers 23 heures. La maison était calme et vide. Allongée dans le noir, je regardais le plafond et pensais à l'enfant qui grandissait en moi, à Jordan qui voulait protéger tout le monde mais qui n'avait pas eu le temps, à mes beaux-parents qui me détestèrent simplement parce que j'existais. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Un grincement de métal contre métal, un juron étouffé. Je me suis précipitée hors du lit, j'ai attrapé mon téléphone, prête à appeler la police. Mais j'ai alors entendu une voix. Salope, pourquoi ça ne marche pas? Michael, j'ai enfilé mon peignoir et je suis descendue. J'ai allumé la lumière dans le couloir. À travers la vitre de la porte, j'ai vu sa silhouette. Il titubait, s'agrippant d'une main au montant de la porte. Michael, rentre chez toi, ai-je dit à voix haute. Sophie, il a frappé la porte de la paume de sa main. Ouvre, tu es ivre, va te coucher. Ouvre, je te parle comme un être humain. J'ai soupiré et j'ai déverrouillé la serrure. J'ai ouvert la porte juste assez pour passer la chaîne. Qu'est-ce que tu veux? Michael a poussé la porte, mais la chaîne l'a retenu. Il se tenait debout, vacillant, le visage rouge, les yeux troubles. Il tenait une bouteille de bière à moitié vide dans sa main. Rends-leur la maison, dit-il. Michael, rends-leur la maison. Il frappa la porte du poing. C'est leur maison, ils ont passé toute leur vie ici. Et toi, tu n'es là que depuis 3 ans. Jordan m'a laissé la maison, dans son testament. On s'en fout du testament, s'écria-t-il. Jordan n'aurait pas voulu ça, il n'aurait pas voulu que tu jettes ses parents à la rue. Je ne jette personne à la rue, je vis simplement dans la maison qui m'appartient de droit. De droit, Michael eut un rire amer. Tu te fous de la loi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent et un toit au-dessus de ta tête. Tu as utilisé mon frère. Je sentis quelque chose se briser en moi. J'aimais ton frère. J'ai vécu avec lui pendant 3 ans. J'étais là quand il rentrait de ses voyages d'affaires. Je l'attendais. Et toi, où étais-tu? Où étaient vos parents quand ils traversaient une période difficile? Michael s'est tu, puis il a tiré brusquement sur la porte. La chaîne a craqué, mais a tenu bon. Tu as détruit notre famille, a-t-il sifflé. Tu es arrivé et tu as tout cassé. Il a lâché la porte brusquement, a bu une gorgée à la bouteille, puis s'est retourné et est parti dans l'obscurité. Je l'entendais jurer, trébucher sur quelque chose. Puis, le bruit d'un moteur et le silence, j'ai fermé la porte, verrouillé toutes les serrures, poussé le loquet, puis je me suis lentement laissé glisser sur le sol, j'ai serré mes genoux dans mes bras et j'ai appuyé mon front contre eux. J'avais froid, même si la maison était chauffée. Je pensais à l'enfant, au fait que je devrais l'élever seul, que les parents de Jordan ne l'accepteraient jamais, que Michael m'avait traité de briseuse de famille alors que j'essayais simplement de survivre à tout cela. Assise sur le sol froid, j'ai compris que je devais tenir bon. Pour moi, pour l'enfant qui grandissait en moi, pour Jordan qui m'avait laissé cette maison parce qu'il croyait que je m'en sortirais, mais la question restait, comment? Comment tenir bon quand tout le monde vous considère comme une voleuse? Comment gagner une guerre que vous n'avez pas déclenchée? Et que sont-ils prêts à faire d'autre pour me prendre tout ce que j'ai? Les lettres sont arrivées mercredi dans une enveloppe blanche ordinaire portant le logo de la banque. Je l'ai sortie de la boîte aux lettres avec les brochures publicitaires et les factures de services publics. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'un autre avis de clôture du compte de Jordan. Mais quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu autre chose. Chère Madame Graves, nous vous informons que conformément à la police d'assurance vie numéro, j'ai relu le texte 2 fois, puis une troisième fois. Jordan avait assuré sa vie, pour un montant de 150 000 dollars, et j'étais la bénéficiaire. Je me suis assise par terre dans le couloir, la lettre dans les mains, 150 000 dollars. Cela suffirait pour tout, rembourser le crédit de mes beaux-parents, réparer la maison, subvenir aux besoins de l'enfant. Cela suffirait pour tout recommencer à zéro si je le voulais.
Pour tout. Je suis restée assise là, essayant de comprendre. Jordan avait tout prévu. Il m'avait laissé la maison pour la protéger de la banque. Il avait pris une assurance vie pour que j'ai l'argent nécessaire pour rembourser les dettes de ses parents. Il avait tout fait pour que je puisse les aider s'ils venaient à avoir un accident, tout en restant maître de ma propre vie. La maison était à moi, l'assurance est pour mes beaux-parents. Ils ne se retrouveront pas à la rue, mais ils ne pourront pas non plus grever la propriété de nouveaux crédits. Ils savaient que je ne les abandonnerais pas, même maintenant. Mais pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi m'a-t-il simplement laissé les documents et est-il parti pour une mission dont il n'est pas revenu? Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et je me suis servi un verre d'eau. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le verre. Une seule pensée me trottait dans la tête, je devais leur parler. Je devais leur montrer que je n'étais pas leur ennemi, que Jordan voulait nous protéger tous. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Warren. Il n'a pas répondu, j'ai attendu 1 heure, puis j'ai rappelé. Cette fois, il a décroché. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était dure, froide. Warren, il faut qu'on parle, on se voit. Je n'ai rien à te dire. À propos de l'argent, ai-je répondu sèchement, à propos du crédit. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Quand? Demain, au cabinet du notaire sur Oak Street à 2 heures de l'après-midi. D'accord, il raccrocha sans dire au revoir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je me tournais et me retournais dans mon lit, je regardais le plafond, je repassais dans ma tête la conversation à venir. Je leur parlerai de l'assurance, je leur proposerai de rembourser la dette. Ils comprendront que Jordan avait tout prévu, qu'il voulait les aider tout en me protégeant. Ils doivent comprendre. Le lendemain, je suis arrivée au bureau 15 minutes avant le rendez-vous. Je suis restée assise dans ma voiture, j'ai regardé l'entrée et j'ai essayé de rassembler mes pensées. La grossesse se faisait sentir, j'avais encore la nausée le matin, la tête me tournait, mes mains tremblaient, mais je ne pouvais pas reporter la conversation. Il fallait en finir le plus vite possible. Warren et Marlène sont arrivés à 14 heures pile. Ils sont sortis du pick-up et j'ai vu qu'ils étaient accompagnés d'un autre homme, petit, vêtu d'un costume sombre, un porte-document à la main, un avocat. Mon cœur s'est arrêté. Ils avaient amené un avocat. Cela signifiait qu'ils n'avaient pas l'intention de faire de compromis. Nous sommes entrés dans le bureau et nous nous sommes assis autour d'une grande table dans la salle de réunion. La notaire, une femme âgée nommée Dorothy, qui avait certifié le testament de Jordan, nous a proposé du café. Warren a refusé. Marlène était assise, le regard fixé sur la table, le visage gris, des cernes sous les yeux. L'avocat a sorti des papiers de son porte-documents et les a soigneusement disposés devant lui. J'ai pris une profonde inspiration. Bon, ai-je commencé en essayant de parler calmement. J'ai pris connaissance de l'assurance. Jordan a assuré sa vie pour 150 000 dollars. Je suis la bénéficiaire. Marlène sursauta et leva la tête. Warren serra les poings sur la table, mais son visage resta impassible. Je veux vous proposer un accord, poursuivis-je. Je rembourserai votre prêt en totalité, la totalité de la somme que vous devez à la banque. La maison restera à moi, mais vous ne perdrez pas votre toit, car vous n'aurez plus de dettes. Vous pourrez vivre tranquillement. Quelle est la condition? Demanda Warren d'un ton sec. Vous reconnaissez publiquement que vous vous êtes trompé à mon sujet. Vous cessez de répandre des rumeurs selon lesquelles j'aurais forcé Jordan à rédiger son testament. Vous dites la vérité aux gens, à savoir qu'il a pris cette décision de son propre chef pour nous protéger tous. Warren se renversa dans son fauteuil, me regardant comme si je lui avais proposé quelque chose de répugnant. Vous voulez que nous reconnaissions que nous sommes des menteurs. Vous êtes des menteurs, dis-je doucement, en essayant de rester calme. Vous dites aux gens que j'ai trompé votre fils, que je l'ai forcé à signer un testament. Ce n'est pas vrai et vous le savez. Marlène se mit à sangloter doucement, étouffant ses pleurs dans ses mains. Warren posa sa main sur son épaule, mais ne détourna pas les yeux de moi. Nous n'admettrons jamais cela, dit-il fermement. L'avocat s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention. Il posa ses mains sur la table et me regarda d'un air calme et professionnel. Madame Graves, permettez-moi de me présenter. Je suis Curtis Vaughan, l'avocat de la famille Graves. Il parlait d'une voix posée, sans émotion, comme quelqu'un qui a l'habitude de mener des négociations. Nous avons déjà entamé la procédure d'annulation du testament de votre défunt mari. Je me suis tournée vers lui, incrédule. Quoi? La famille a des raisons de croire que le testament a été rédigé sous la contrainte. Des témoins peuvent confirmer que Jordan Graves était dans un état psychologique dépressif avant son dernier voyage d'affaires. Il a pu signer le document sans être pleinement conscient de ses actes. C'est absurde, me suis-je exclamé en me levant de ma chaise, sentant la colère monter en moi. Le testament a été certifié par un notaire. Jordan était parfaitement sobre et sain d'esprit. Dorothy acquiesça, confirmant mes propos. Je peux le confirmer, il est venu me voir le 23 mars, nous avons longuement discuté, il savait exactement ce qu'il faisait. Curtis sourit faiblement, sans chaleur. Le notaire certifie le fait de la signature, mais pas l'état psychologique de la personne au moment de la prise de décision. Nous disposons d'autres preuves qui montrent que M. Graves traversait une période de stress émotionnel important. Quelles preuves? Je sentis mon cœur battre plus fort. Des témoignages supplémentaires concernant votre vie privée avec Monsieur Graves. Des informations qui pourraient remettre en question la sincérité de votre mariage et les motifs pour lesquels vous êtes resté dans cette relation. Je me suis figée en le regardant. Que voulez-vous dire? Curtis n'a pas répondu, il a simplement feuilleté les papiers devant lui, comme s'il examinait quelque chose d'important. Warren me regardait froidement, sans émotion. Marilyn continuait de pleurer, sans lever la tête. Nous allons aller au tribunal, dit calmement l'avocat.
Si vous voulez éviter un long procès et une publicité négative, vous pouvez renoncer volontairement à la maison. Nous sommes prêts à vous verser une compensation de 15 000 $. C'est une offre équitable pour 3 ans de mariage. La maison vaut 3 fois plus, dis-je en essayant de rester calme, même si mes mains tremblaient. La maison appartenait à la famille Graves depuis 30 ans. Vous n'y avez vécu que 3 ans. 15 000 $, c'est plus que généreux dans ces circonstances. J'ai attrapé mon sac, je me suis levé brusquement, retenant à peine l'envie de crier. Il n'en sera rien, ni refus, ni compensation, on se verra au tribunal. Je suis sortie du bureau, retenant à peine mes larmes, je me suis assise dans la voiture, j'ai agrippé le volant et je me suis laissée aller à pleurer. Je leur avais proposé une solution, je voulais les aider. Et ils m'ont attaqué encore plus violemment. Ils ont engagé un avocat, ils vont contester le testament, ils font allusion à des preuves concernant ma vie privée. Que savent-ils? Que peuvent-ils utiliser contre moi? Assise dans ma voiture, je regardais l'entrée du bureau et je les ai vus sortir. D'abord l'avocat, puis Warren, soutenant Marlène par le coude. Ils sont montés dans le pick-up et sont partis. Et je suis restée seule dans ma voiture vide avec une foule de questions et aucune réponse. Le soir, Lisa est arrivée. Elle est entrée, a vu mon visage et m'a immédiatement prise dans ses bras. Que s'est-il passé? Je lui ai parlé de la réunion, de l'avocat, des menaces. Lisa m'a écoutée en serrant les lèvres et quand j'ai eu fini, elle est restée longtemps silencieuse. Ils deviennent fous, a-t-elle fini par dire. Ils sont prêts à tout pour obtenir la maison. Ils ont mentionné des preuves concernant notre vie privée avec Jordan. Qu'est-ce que cela peut signifier? Lisa a réfléchi puis a poussé un profond soupir. Sophie, j'ai entendu une autre rumeur. Je ne sais pas d'où elle vient, mais Michael raconte aux gens que tu as trompé Jordan avec son commandant. Il dit que c'est pour ça que Jordan était déprimé avant son dernier départ. J'ai senti tout mon être se briser. C'est un mensonge. Je sais, mais les gens se moquent, que ce soit vrai ou faux, ils aiment les belles histoires. Et l'histoire de la femme infidèle d'un héros est une très belle histoire à raconter. Je n'ai jamais trompé Jordan, jamais. Mais comment vas-tu le prouver? Lisa m'a regardé avec compassion. Tu ne peux pas prouver que quelque chose n'a pas eu lieu. Et eux, ils peuvent inventer toutes sortes de versions, ajouter des détails, trouver des témoins. Elle est partie vers 10 heures. J'ai fermé la porte à clé, je suis montée à l'étage et je suis allée dans la salle de bain. J'avais de nouveau la nausée, je me suis assise sur le sol froid, j'ai enlacé la cuvette des toilettes et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui se passait. Mais les pensées m'envahissaient de l'esprit. Mes beaux-parents inventent des mensonges à mon sujet. Ils disent que j'ai trahi Jordan, que je l'ai forcé à rédiger son testament, que j'ai détruit leur famille. La nausée ne venait pas seulement de ma grossesse, elle venait de quelque part plus profond, de la prise de conscience à quel point les gens qui t'ont un jour appelé leur fille peuvent être cruels, qui s'asseyait avec vous à la table de fête, vous embrassait, vous souriait. Je me suis levée, je me suis lavé le visage à l'eau froide, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux rougis par les larmes. J'avais l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Il fallait faire quelque chose, il fallait trouver un moyen de se défendre. Mais comment? Je suis descendue, je suis entrée dans la chambre, les affaires de Jordan étaient toujours dans l'armoire, je n'arrivais pas à me résoudre à les ranger. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé ses chemises, ses jeans, ses vestes. Tout cela me rappelait lui, tel qu'il était lorsque nous nous sommes rencontrés, joyeux, ouvert, avec un sourire éclatant. J'ai commencé à fouiller machinalement dans ses affaires, sans savoir ce que je cherchais. J'ai trouvé une vieille veste qu'il portait à l'automne. Je l'ai reniflée, son odeur y était encore. Puis j'ai vu une boîte sur l'étagère supérieure de l'armoire. Une boîte en carton attachée avec de la ficelle un peu abîmée au coin. Je l'ai descendue, posée sur le lit et délié la ficelle. À l'intérieur, il y avait des lettres. Beaucoup de lettres. Dans des enveloppes, sur des feuilles séparées, certaines sur du papier à lettres, d'autres sur du papier ordinaire. Nous nous écrivions lorsque Jordan était en mission. Il n'aimait pas les emails, il disait que les lettres manuscrites avaient une âme. Je tenais les enveloppes dans mes mains, je reconnaissais son écriture. Grande, un peu négligée, mais si familière. Je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à trier les lettres. Il y avait des lettres de sa première mission alors que nous étions mariés depuis seulement 6 mois. Il écrivait à propos de la chaleur, du sable, de combien je lui manquais. Puis les lettres de son deuxième voyage, plus sérieuses, plus profondes. Il écrivait sur la peur, sur la difficulté de voir la mort, sur la façon dont il pensait à moi quand il était complètement épuisé. La dernière lettre était à part, dans une enveloppe sans timbre, je l'ai sortie et j'ai remarqué la date, une semaine avant sa mort. Il n'avait pas eu le temps de me l'envoyer. J'ai déplié la feuille, le texte s'interrompait au milieu de la page, comme s'il n'avait pas eu le temps de terminer ou ne savait pas quoi écrire d'autre. Je regardais son écriture, les mots inachevés, et je sentais mon cœur se serrer. Que voulait-il me dire? De quoi parlait-il dans sa dernière lettre? J'ai commencé à lire et à chaque ligne, le monde autour de moi changeait. Sophie, je ne sais pas par où commencer, j'ai longtemps hésité à t'écrire cela, mais si quelque chose arrive, tu dois le savoir. Mes parents ont contracté un emprunt, un gros emprunt, garanti par leur maison. Michael leur a demandé de l'argent pour une opération et ils n'ont pas pu refuser. Maintenant, ils ne peuvent plus rembourser leurs dettes. La banque pourrait saisir la maison d'ici la fin de l'année. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je vais les aider, mais si quelque chose m'arrivait, j'ai rédigé un testament et je t'ai laissé la maison. J'ai également souscrit une assurance vie. Si quelque chose arrivait, tu pourrais rembourser leurs dettes toi-même et garder la maison. C'est la seule façon de protéger tout le monde. Si la maison reste aux parents, la banque la saisira. Si elle t'appartient, tu pourras contrôler la situation.
Michael demande constamment de l'argent pour ceci, pour cela, d'abord une opération, puis de vieilles dettes qui ont soudainement refait surface. Mes parents ne savent pas dire non, ils lui donnent tout ce qu'il demande, puis en souffrent d'eux-mêmes. Je suis fatiguée d'être le sauveur de tout le monde. Je veux vivre ma vie, notre vie. Je veux que tu sois en sécurité, que tu aies un foyer où revenir. Si quelque chose arrive, ne les laisse pas te prendre notre vie. Ils en ont déjà assez profité. Le texte s'interrompait. J'étais assise sur le lit, la lettre dans les mains, et je pleurais silencieusement, sans faire de bruit. Jordan avait tout prévu. Il savait ce qui se passerait s'il mourait. Il savait que mes parents essaieraient de prendre la maison. Ils voulaient me protéger, eux aussi, même s'ils savaient qu'ils ne l'apprécieraient pas. J'ai relu la lettre une deuxième fois, puis une troisième. Chaque mot semblait vivant. J'entendais sa voix, je le voyais assis quelque part à la base, écrivant à la lumière d'une lampe de poche, essayant de trouver les mots justes. Il voulait tout m'expliquer, mais il n'a pas eu le temps. Il est parti en mission dont il n'est pas revenu et la lettre était restée inachevée. J'ai essuyé mes larmes et remis la lettre dans l'enveloppe. C'était ma preuve. La voix de Jordan venue du passé. Il expliquait tout, pourquoi il m'avait laissé la maison, pourquoi il avait pris une assurance vie, pourquoi il ne voulait pas donner à mes parents le contrôle total de la propriété. Il nous protégeait tous les deux. J'ai regardé ma montre. Il était 2 heures du matin, mais je savais que je ne pourrais pas dormir. Il fallait agir. Demain, j'irai voir l'avocat de mes beaux-parents. Je lui montrerai la lettre qu'ils essaient de contester le testament alors qu'il existe une confirmation écrite des intentions de Jordan. Le matin, je me suis réveillée avec des nausées, j'ai à peine eu le temps de courir jusqu'à la salle de bain. Quand tout a été fini, je me suis assise par terre, agrippée au lavabo, et j'ai pensé à l'enfant. Au fait qu'il grandissait en moi sans savoir les combats que je devais mener pour lui, pour nous deux. J'ai mangé des biscuits secs, bu de l'eau, me suis changée. J'ai mis une copie de la lettre dans mon sac, l'original restant à la maison. En lieu sûr, je me suis rendue au bureau de Curtis Vaughan à 10 heures du matin. La secrétaire, une jeune femme aux cheveux soigneusement coiffés, m'a dit qu'il était occupé, mais j'ai répondu que j'attendrais. Je me suis assise dans la salle d'attente, sur un canapé en cuir moelleux, tenant l'enveloppe contenant la lettre sur mes genoux. J'ai attendu une demi-heure en regardant les tableaux accrochés au mur et les rangées bien ordonnées de revues juridiques sur les étagères. Tout ici respirait la stabilité et l'ordre comme si la loi était immuable et juste. Mais je savais déjà que ce n'était pas toujours vrai. Enfin, la porte du bureau s'ouvrit, un homme en costume de travail sortit, serra la main de Curtis et partit. L'avocat me vit et fut surpris. Madame Graves, aviez-vous pris rendez-vous? Non, répondis-je en me levant, mais cela ne prendra pas beaucoup de temps, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. Il regarda sa montre, soupira, mais acquiesça. D'accord, entrez. Nous entrâmes dans le bureau. De hautes fenêtres, un imposant bureau en chêne, des étagères remplies de dossiers. Curtis s'assit à son bureau, je restai debout, je posai l'enveloppe devant lui. Qu'est-ce que c'est demanda-t-il en prenant l'enveloppe. Une lettre de Jordan, écrite une semaine avant sa mort. Lisez-la. Il prit l'enveloppe, en sortit la feuille et commença à lire. J'observais son visage changer d'expression. D'abord neutre, puis intéressé, puis inquiet. Il lisait lentement, attentivement, revenant parfois sur les lignes précédentes. Quand il eut fini de lire, il posa la lettre sur la table, retira ses lunettes et se frotta le nez. Où avez-vous trouvé cela? Dans ses affaires. Il n'a pas eu le temps de m'envoyer cette lettre. Peut-être ne savait-il pas comment la terminer, mais il l'avait écrite, et cela prouve que le testament était une décision consciente prise après mûre réflexion. Curtis restait silencieux, les yeux fixés sur la lettre. Je voyais qu'il réfléchissait à la situation, pesait le pour et le contre. J'ai une proposition à vous faire, dis-je en essayant de parler d'une voix ferme, même si mes mains tremblaient. Soit vous retirez votre plainte dans les 2 jours, soit je transmets cette lettre au journaliste et je raconte toute la vérité. Comment la famille d'un héros mort en service tente de dépouiller sa veuve? Comment ils répandent des rumeurs d'infidélité, inventent des mensonges, ont engagé un avocat pour contester les dernières volontés de leur fils? Comment ils expulsent une femme enceinte de sa maison? Curtis a relevé la tête brusquement, les yeux écarquillés. Vous êtes enceinte? Oui, ai-je répondu pour la première fois à voix haute à quelqu'un d'autre que Lisa, et j'ai senti ma voix se briser. Je porte l'enfant de Jordan, il est mort sans le savoir, et ses parents essaient de me prendre la maison qu'il nous a laissée, la maison où son enfant aurait dû grandir. Curtis s'est levé, s'est approché de la fenêtre et a regardé dans la rue. Il est resté là longtemps, silencieux, les mains derrière le dos. J'attendais, le cœur battant. Finalement, il s'est retourné. Je vais en parler à mes clients, mais je ne peux pas vous promettre quelle sera leur réaction. Ils sont très affectés par la perte de leur fils. Parfois, le chagrin rend les gens irrationnels. Dites-leur aussi, ai-je ajouté, que si la plainte n'est pas retirée dans les 2 jours, j'irai voir la presse. J'ai des contacts parmi les journalistes qui aiment ce genre d'histoire. L'histoire d'une veuve enceinte, d'un héros chassé par sa famille, c'est le genre de choses que tout le monde voudra lire. Je suis partie en laissant une copie de la lettre sur son bureau. J'en avais fait 2 copies le matin avant de partir. Une chez Curtis, une chez moi, l'original chez Lisa, au cas où. Le lendemain, j'ai attendu. Le téléphone est resté silencieux. J'ai fait les 100 pas dans la maison, j'ai essayé de m'occuper, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai préparé un repas que je n'ai pas pu manger à cause de mes nausées. J'ai nettoyé les pièces qui étaient déjà propres. J'ai regardé la télévision sans comprendre ce qui était diffusé. J'ai attendu. Lisa est arrivée dans la soirée, elle a apporté de la soupe. Tu manges m'a-t-elle demandé en me regardant. J'essaie. Sophie, tu as maigri. Tu dois penser à l'enfant. J'y pense, ai-je répondu. J'y pense tout le temps. À elle, à tout ça.
Lisa m'a prise dans ses bras et je me suis permis de me détendre un instant, de m'appuyer sur son épaule. Tout ira bien, m'a-t-elle dit. Tu es forte, tu vas y arriver. Mais je ne me sentais pas forte, je me sentais épuisée, vide. Warren a appelé le lendemain soir, j'ai vu son numéro s'afficher sur l'écran, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai pris le combiné et j'ai attendu quelques secondes avant de répondre. Allô? Sophie, a-t-il dit d'une voix sèche et sans émotion, comme s'il lisait un texte préparé à l'avance. Nous renonçons à la poursuite. J'ai fermé les yeux, sentant un poids énorme me quitter les épaules. J'ai expiré. Merci. Ne me remercie pas, m'a-t-il interrompu brusquement. Nous ne faisons pas cela pour toi. Nous ne voulons pas que le nom de notre fils soit sali dans la presse, que sa mémoire soit entachée par un scandale. Mais retiens bien une chose. Tu n'es plus notre fille. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec toi, absolument rien. Je comprends, ai-je dit doucement. Et n'essaie même pas de faire passer cet enfant pour notre petit-fils, a-t-il poursuivi d'une voix dure et pleine de colère. Nous savons que tu nous as trahis. Nous savons ce que tu as fait derrière le dos de Jordan avec son commandant, à qui tu souriais si gentiment lors des réunions. Cet enfant n'a rien à voir avec nous. Il n'est pas de notre sang. Je sentis mes mâchoires se serrer de colère, une vague d'indignation monter en moi. Je n'ai jamais trahi Jordan, jamais, pas une seule fois en 3 ans de mariage, et le fait que vous répandiez ce mensonge en dit long sur vous, pas sur moi, sur ce que vous êtes devenu après sa mort. Pensez ce que vous voulez, dit froidement Warren, mais nous connaissons la vérité. Nous avons vu comment tu regardais cet homme, et cet enfant ne fera jamais partie de notre famille. Jamais. Il raccrocha, je restais assise, les yeux fixés sur le téléphone, envahi par un étrange mélange d'émotions. D'un côté, un sentiment de légèreté. Ils avaient abandonné les poursuites. Je gardais la maison, j'avais gagné. Mais d'un autre côté, leurs mots sur la trahison me rongèrent de l'intérieur. Y croyaient-ils vraiment, ou cherchaient-ils simplement à justifier leur propre cruauté? Une façon de se convaincre qu'ils avaient raison et que j'étais coupable. Le lendemain matin, je suis allée à la banque. J'ai demandé au directeur de m'aider à faire un virement anonyme. J'ai transféré l'argent sur le compte de crédit de mes beaux-parents, la totalité de la somme jusqu'au dernier centime. Maintenant, ils ne doivent plus rien à la banque. La maison est à moi, leur dette était remboursée. C'est exactement ce que Jordan voulait. Il voulait que je les aide, même s'ils me détestaient. Je suis rentrée chez moi, j'ai accédé aux paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué les numéros de Warren, Marlène et Michael. Je ne voulais plus entendre leur voix, je ne voulais plus aucun contact avec eux. Assise dans la cuisine, je buvais du thé à la menthe, regardais par la fenêtre les maisons voisines, les arbres, le ciel. Il semblait que tout était fini, que je pouvais désormais respirer tranquillement, qu'elle pouvait commencer à penser à l'avenir, à son enfant, à la façon dont elle l'élèverait seule, sans la famille de Jordan, sans Jordan lui-même. Mais le soir, quand elle est sortie pour vérifier son courrier, elle a trouvé une enveloppe dans sa boîte aux lettres, sans timbre, sans adresse, juste une enveloppe blanche, scellée. Je suis rentrée chez moi, j'ai fermé la porte à clé, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe lentement, comme si j'avais peur de ce qu'elle contenait. À l'intérieur, il y avait 2 photos. La première montrait Jordan avec une femme dans un café. Ils étaient assis à une table près de la fenêtre, enlacés, souriant à la caméra. La femme avait à peu près mon âge, les cheveux bruns attachés en queue de cheval, du rouge à lèvres rouge vif. Elle était belle, elle souriait largement, sincèrement. Jordan souriait aussi, comme il ne m'avait pas souri depuis longtemps. Je ne la reconnaissais pas. Je n'avais jamais vu cette femme auparavant. J'ai retourné la photo. Au dos, il y avait une inscription écrite en caractères d'imprimerie, imprimée et collée. Lui non plus n'était pas un saint. La deuxième photo, moi-même. Je parle à un homme en uniforme militaire, je ris, penché vers lui. Jordan se tient à côté, le visage renfrogné, comme s'il était irrité ou en colère. Je me suis souvenu immédiatement de ce moment. C'était lors d'une réunion de famille de militaires, il y a environ 1 an et demi, en été. Le commandant de Jordan, Glenn Tate, m'a raconté une vieille blague idiote sur un pêcheur que j'avais déjà entendu 1000 fois, mais il l'a raconté avec tant d'enthousiasme, avec un tel dévouement, que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Jordan se tenait à côté et levait les yeux au ciel. Il avait entendu cette blague une quarantaine de fois et à chaque fois, Glenn la racontait comme s'il venait de l'inventer et à chaque fois, Jordan souffrait, mais Glenn ne le remarquait pas. Mais vu de l'extérieur sur la photo, cela semblait différent. Comme si Glenn et moi flirtions, riant ensemble d'un secret commun tandis que Jordan se tenait à l'écart, jaloux, souffrant. Au dos de la deuxième photo, il y avait une inscription. Et l'enfant n'est certainement pas de lui. J'étais assise à table, tenant les 2 photos, et je sentais le froid me parcourir les chines, les mains, me geler de l'intérieur. Quelqu'un avait apporté ça. Quelqu'un voulait que je pense que Jordan m'avait trompée. Quelqu'un voulait que je croie que l'accusation d'infidélité à mon égard n'était pas sans fondement. Mais qui et pourquoi? Pourquoi faire cela maintenant alors que tout est déjà fini? J'ai regardé la photo de Jordan et de cette femme inconnue. Où avait-elle été prise? Quand? Pourquoi je ne savais rien de cette femme? J'ai essayé de me rappeler s'il m'avait parlé de quelqu'un, une vieille amie, une collègue, la sœur d'un de ses amis. Rien ne me venait à l'esprit. Qui était cette femme? Pourquoi je ne savais rien d'elle? Et pourquoi était-il assis enlacé, souriant comme s'il y avait quelque chose entre eux? Et qui avait apporté ces photos? Mes beaux-parents, mais pourquoi? Ils avaient déjà renoncé à leur plainte. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, être libérés de leurs dettes. Michael, il était trop ivre et en colère pour faire une chose pareille. J'ai posé les photos sur la table, je me suis reculée et je les ai regardées comme si elles pouvaient me mordre. Jordan souriait sur la première photo, sincèrement, largement, sans l'ombre d'un doute ou d'une inquiétude.
Comme il ne m'avait pas souri depuis longtemps. Quand cette photo avait-elle été prise? Avant notre mariage? Après? La deuxième photo était simplement un cliché raté, un moment sorti de son contexte, déformé, mais pour quelqu'un qui ne connaissait pas la vérité, elle ressemblait à une preuve. La preuve d'une trahison, d'un flirt, d'une méfiance. Assise dans la cuisine, je regardais les deux photos et je comprenais. Quelqu'un voulait détruire mes derniers souvenirs de Jordan. Quelqu'un voulait que je souffre, que je doute, que je ne croie même plus mes propres souvenirs. Que l'enfant qui grandissait en moi naisse dans le doute et la suspicion. Le lendemain matin, je me suis rendue au garage où travaillait Michael. J'ai trouvé l'adresse dans les anciens messages de Jordan. Il m'avait écrit un jour qu'il allait chercher la voiture chez son frère pour la faire réparer. Le garage était situé à la périphérie de la ville, dans un vieux bâtiment en briques avec un grand portail d'où provenait le bruit d'une perceuse et l'odeur de l'huile moteur. Je suis entrée. Trois hommes travaillaient sur des voitures, dont Michael. Il était allongé sous un pick-up. On ne voyait que ses jambes dans un jean sale. Je me suis approchée et j'ai attendu. Il s'est redressé, m'a vu et s'est figé. Sophie, il s'est essuyé les mains avec un chiffon et s'est levé, le visage sale, des cernes sous les yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te parler, ça ne prendra pas longtemps. Il a regardé ses collègues et a fait un signe de tête vers la sortie. Allons dehors. Nous sommes sortis derrière le bâtiment où se trouvaient de vieux pneus et un tas de ferraille. Michael a sorti des cigarettes, en a allumé une et a tiré une longue bouffée. Je t'écoute. J'ai sorti les photos de mon sac et les lui ai tendues. Il les a prises et les a regardées. D'abord la première, puis la deuxième. Son visage est resté impassible. D'où viennent-elles? A-t-il demandé. Quelqu'un les a déposées dans ma boîte aux lettres, après que vos parents aient renoncé à leur plainte. Qui est la femme sur la photo avec Jordan? Michael a tiré une nouvelle bouffée, puis a regardé la photo plus longuement. Roxane Birch, ils se sont rencontrés au lycée. C'est la sœur de Kyle Birch, l'un de ses frères d'armes. Je sentis mon cœur se serrer. Quand cette photo a-t-elle été prise? Je ne sais pas exactement, mais Jordan m'a raconté, un an avant votre mariage, ils se sont rencontrés par hasard dans un café. Ils ont simplement discuté, évoqué le bon vieux temps. À l'époque, s'il hésitait à se marier, il se demandait s'il était prêt, mais il t'a choisi. Comment ta mère a-t-elle obtenu cette photo? Michael jeta son mégot par terre et l'écrasa avec sa chaussure. Elle a demandé à Kyle de trouver de vieilles photos de Jordan. Elle a dit qu'elle voulait faire un album souvenir. Kyle lui a donné un tas de photos, dont celle-ci. Maman a décidé de l'utiliser contre toi pour prouver que Jordan n'était pas parfait. Pour prouver que tu n'as pas le droit d'avoir la morale haute, que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde a un passé. Michael m'a regardé, mais c'était avant toi, avant le mariage. Il t'a choisi, Sophie. Après cette rencontre, il n'a plus jamais revu Roxana, jamais. J'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine. C'était du passé, juste du passé, déformé et dénaturé. Et la deuxième photo, avec le commandant? C'est juste une photo, interprète-la comme tu veux. J'ai pris les photos et les ai remises dans mon sac. Je suis restée silencieuse à regarder Michael. Il avait l'air fatigué, amaigri, comme si ces derniers mois avaient aspiré toute sa vie. Michael, je suis enceinte, ai-je dit doucement. De Jordan, le bébé naîtra dans 7 mois, tu vas être oncle. Il m'a regardé longuement, sans émotion, puis il s'est détourné, a regardé les vieux pneus, le ciel. Michael, je sais que tout est fini entre nous, mais l'enfant n'y est pour rien. Il fera partie de Jordan, je ne te le demanderai qu'une seule fois. Tu veux en savoir plus sur elle. Tu veux être son oncle. Il resta silencieux longtemps, si longtemps que je pensais qu'il ne répondrait pas. Puis il se retourna et me regarda dans les yeux. Désolé, mais je ne veux rien avoir à faire avec toi, élève toi-même l'enfant d'un autre. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas de la colère, pas de la douleur, juste un vide. Je me suis retournée en silence et je suis partie sans me retourner. Certains ponts sont vraiment brûlés à jamais, et essayer de les reconstruire ne fait que causer davantage de souffrance. J'ai vendu la maison 2 mois plus tard. J'ai rapidement trouvé des acheteurs. Un jeune couple avec un enfant qui cherchait un endroit calme avec un jardin. J'ai pris l'argent, j'en ai donné une partie à une association caritative et j'ai mis le reste sur un compte pour mon futur enfant. J'ai déménagé dans une petite ville sur la côte, à 300 miles de tout ce qui me rappelait le passé. J'ai acheté un petit appartement au deuxième étage d'un vieil immeuble avec vue sur la mer. De là, on entendait le bruit des vagues, les cris des mouettes. L'air sentait le sel et la liberté. Je me suis installée comme entraîneuse dans une école de sport privée. Le propriétaire, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Derek, a regardé mes documents, mes recommandations et a hoché la tête. Quand pouvez-vous commencer? Dans un mois, ai-je répondu, j'ai besoin d'un peu de temps pour m'installer. Pas de problème, il ne m'a pas demandé pourquoi j'avais déménagé, il ne m'a pas interrogé sur mon passé. Il m'a simplement donné un travail et m'a laissé tranquille. Je lui en étais reconnaissante. J'ai réparti l'argent de l'assurance qui restait après avoir remboursé le prêt de mes beaux-parents. J'ai versé une partie, 15 000 $ à un fonds de réadaptation pour les anciens combattants. C'est ce que Jordan aurait voulu. J'ai gardé le reste pour moi, pour l'enfant, pour la vie, pour l'avenir qui m'appartenait désormais. La grossesse a été difficile, les nausées ont persisté jusqu'au 5e mois. J'ai d'abord maigri, puis j'ai pris du poids de manière soudaine et irrégulière. J'avais mal au dos, mes jambes enflées. Je me rendais à des examens chez une jeune femme médecin. Tout va bien, disait-elle après chaque examen. Le bébé se développe normalement, reposez-vous un peu plus. Lisa venait une fois par mois, elle apportait de la nourriture, des livres, des vêtements pour bébé qu'elle achetait en solde. Elle s'asseyait avec moi dans la petite cuisine, buvait du thé, me parlait de son travail, des nouvelles de la vieille ville. Michael a trouvé un autre travail, m'a-t-elle dit un jour. Dans la ville voisine, on dit qu'il veut tout recommencer à zéro.
Tant mieux pour lui, ai-je répondu sans émotion. Marlène et Warren ont divorcé, elle vit seule, il est parti vivre avec une autre femme, je n'ai rien répondu. Cela ne me concernait plus, c'était la vie d'autres personnes auxquelles je n'étais plus liée. J'ai donné naissance à mon fils à la fin du mois de novembre, par un matin froid et pluvieux. L'accouchement a duré 14 heures, il a été difficile et épuisant. J'ai crié, pleuré, mordu mes lèvres jusqu'au sang, mais lorsque la sage-femme a posé sur ma poitrine un petit paquet chaud, j'ai oublié la douleur. Il était minuscule, rouge, avec une touffe de cheveux foncés sur la tête, les yeux fermés, les poings serrés. Il pleurait doucement et je l'ai serré contre moi, sentant mon cœur se déchirer d'amour et de douleur à la fois. Comment vas-tu l'appeler demanda Nina en remplissant les documents. Harper, répondis-je. Harper Wade. Wade est mon nom de jeune fille. Je ne voulais pas que mon fils porte le nom de Graves. Ce nom ne signifiait plus rien pour moi désormais, seulement de la douleur et de la trahison. Pas de mon mari, mais de ma famille. Je regardais Harper, son petit visage, et je voyais Jordan. La même forme de menton, les mêmes oreilles, légèrement décollées. Quand il a enfin ouvert les yeux, j'ai vu des iris gris comme ceux de Jordan, comme ceux de son père qu'il ne verrait jamais. Je pleurais en le tenant dans mes bras, sans savoir si c'était des larmes de joie ou de tristesse. Un mois après l'accouchement, je me suis rendue dans un laboratoire privé dans une ville voisine. J'ai apporté les cheveux de Jordan provenant d'une vieille brosse que j'avais conservée pendant tous ces mois. J'ai prélevé un échantillon sur Harper. Il a pleuré quand j'ai passé le coton-tige à l'intérieur de sa joue, mais il s'est vite calmé. Les résultats seront prêts dans 2 semaines, m'a dit la laborantine. J'ai attendu, j'ai nourri Harper, changé ses couches, lui ai chanté les berceuses dont je me souvenais depuis mon enfance. Je l'ai emmené se promener au bord de la mer, je l'ai regardé dormir dans sa poussette au son des vagues. Il grandissait vite, prenait du poids, commençait à sourire. Chaque sourire était comme un coup de poignard dans le cœur. Jordan ne verrait jamais cela. Les résultats sont arrivés par email, j'ai ouvert le fichier et lu la conclusion. La probabilité de la paternité biologique de Jordan Graves vis-à-vis de Harper Wade est de 99,9%. J'ai imprimé le document, l'ai mis dans une enveloppe. J'ai écrit l'adresse de Warren dessus, l'ancienne maison où ils vivaient avec Marlène, même si Lisa m'avait dit qu'ils avaient divorcé. Je ne savais pas s'ils vivaient toujours là, mais je l'ai envoyé. Sans lettre d'accompagnement, juste les faits, juste la preuve qu'ils s'étaient trompés. Une semaine s'est écoulée dans le silence. Harper a commencé à mieux dormir la nuit. Je sentais mes forces revenir petit à petit. Je travaillais quelques heures par jour. J'entraînais les enfants à la piscine. Je laissais Harper avec la nounou, une femme âgée qui vivait dans l'appartement voisin. Et puis, un soir, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Allô, Sophie? C'était la voix de Marlène, sanglotante, brisée. Sophie, écoute-moi, s'il te plaît. Je suis restée silencieuse, le téléphone collé à l'oreille. Harper dormait dans son lit à côté, respirant doucement. J'ai reçu les résultats des analyses, a poursuivi Marlène. Je ne savais pas, nous ne savions pas. Nous pensions, Sophie, pardonne-moi, pardonne-nous. Nous étions aveugles, nous étions cruels. J'ai perdu mon fils et je n'arrivais pas à m'y faire. Je t'ai blâmé parce que je ne pouvais pas blâmer le destin. Mais toi, tu portais son enfant, notre petit-fils, et nous t'avons repoussé. Je l'écoutais sans l'interrompre. Marlène pleurait, étouffée par ses larmes. S'il te plaît, laisse-nous le voir, au moins une fois, au moins pour le regarder. Je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais il est tout ce qui reste de Jordan. Il est notre sang. Je regardais Harper, son petit visage, ses minuscules poings serrés dans son sommeil. Il était mon sang, mon enfant et le sang de Jordan. Mais était-il aussi le sang de ces gens qui m'avaient chassé de chez moi, qui avaient répandu des mensonges à mon sujet, qui m'avaient accusé de trahison? Je vais y réfléchir, dis-je doucement. Sophie, je raccrochais. Assise dans le noir, regardant mon enfant endormi, je sentais deux forces s'affronter dans ma poitrine. Une partie de moi voulait le pardon, je voulais que Harper connaisse sa famille, son grand-père et sa grand-mère, son oncle, je voulais qu'il ne grandisse pas orphelin, sans racines. Mais l'autre partie se souvenait. Elle se souvenait de Warren changeant les serrures des portes. Elle se souvenait de Marlène mettant mes affaires dans des cartons. Comment Michael criait que j'avais détruit leur famille. Comment ils avaient répandu des rumeurs, engagé un avocat, essayé de me prendre le peu que Jordan m'avait laissé. Ils m'accusaient de trahison, de mensonge et de bien d'autres choses encore. Le pardon n'est pas venu. Peut-être qu'un jour il viendra, peut-être quand Harper sera plus grand et qu'il voudra lui-même en savoir plus sur son père, sur sa famille. Peut-être qu'alors je pourrai laisser le passé derrière moi, mais pas maintenant. Pour l'instant, tout est encore trop frais, trop douloureux. J'ai pris Harper dans mes bras et l'ai serré contre moi. Il s'est agité, a ouvert les yeux et m'a regardé. Des yeux gris comme ceux de Jordan. Je l'ai embrassé sur le front. Tu es à moi, ai-je murmuré. Ma famille, mon enfant. Je n'ai pas répondu à Marlène. J'ai bloqué ce numéro comme j'avais bloqué ceux de Warren et Michael. C'était peut-être cruel, c'était peut-être mal, mais je n'étais pas prête. Les mois passaient, Harper grandissait, commençait à sourire, à babiller, à tendre les bras vers ses jouets. Je travaillais, je retrouvais ma forme après l'accouchement. Je sentais peu à peu ma vie prendre de nouvelles couleurs. Pas le bonheur, pas encore, mais quelque chose qui ressemblait à la sérénité, à l'acceptation. Lisa venait souvent apporter des cadeaux à Harper, jouer avec lui pendant des heures. Un jour, assise dans ma cuisine avec une tasse de café, elle m'a dit: Tu sais que Marlène a vendu la maison?
Elle a déménagé dans une petite ville où vit Warren, là où vivait Michael. Michael est toujours dans son nouveau travail. Ils se sont tous dispersés. La famille s'est désagrégée. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi ressentait de la pitié, l'autre ressentait un vide. Leur laisseras-tu voir Harper un jour demanda Lisa. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Peut-être, mais pas maintenant. Harper avait 6 mois lorsque j'ai revu Michael, par hasard, au supermarché, alors que j'achetais des aliments pour bébé. Il se tenait près de la caisse en train de payer ses courses. Il m'a vu et s'est figé. Je poussai le chariot avec Harper assis dans son siège bébé, un doudou dans les mains. Michael s'est approché lentement en regardant l'enfant. Harper lui a souri, il souriait à tout le monde, confiant et ouvert. C'est lui demanda Michael doucement. Oui. Il regarda Harper longuement, puis me regarda. Il ressemble à Jordan. Je sais. Nous restâmes silencieux au milieu du brouhaha du supermarché, parmi des inconnus avec leurs courses et leurs problèmes quotidiens. Michael tendit la main comme s'il voulait toucher Harper, mais il s'arrêta lorsque je repoussai mon fils. Maman veut le voir, elle n'arrive pas à dormir, elle pleure tous les jours. Je sais, dis-je, elle a appelé. Et qu'as-tu répondu? Que j'allais y réfléchir. Michael hocha la tête et baissa la main. Je comprends, nous ne méritons pas ton pardon, mais il est notre chair et notre sang, le fils de Jordan. C'est mon fils, répondis-je fermement, pas le vôtre. Vous avez vous-même refusé d'avoir quoi que ce soit à faire avec lui. C'est donc moi seul qui déciderai qui fera partie de sa vie. Michael acquiesça à nouveau et recula. Je suis désolé pour tout, dit-il avant de partir. Je le regardais s'éloigner, puis je tournai les yeux vers Harper. Il portait un jouet à sa bouche, insouciant et heureux. Il ne connaissait rien à la douleur, à la guerre, aux familles brisées. Il vivait simplement, souriait, grandissait. J'ai poussé le chariot jusqu'à la caisse, j'ai payé, je suis rentrée chez moi. Je me suis assise sur le balcon, j'ai regardé la mer, Harper dans les bras. Il s'est endormi, blotti contre moi, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas encore le pardon, mais autre chose, la compréhension peut-être. Que le sang ne fait pas toujours la famille. Que la famille, ce sont ceux qui restent à tes côtés, même quand ils ne sont plus là. Jordan m'a laissé une maison, une assurance, un testament. Il m'a laissé Harper, il m'a laissé un moyen de survivre, et j'ai survécu. Je ne me suis pas effondrée, je ne me suis pas perdue, je ne ressentais pas encore le bonheur, mais la paix, la certitude que j'étais plus forte que je ne le pensais, que je pouvais donner à Harper ce que j'avais besoin de lui donner. La sécurité, l'amour, un foyer. Le soir de ce jour-là, j'étais assise par terre dans la chambre, en train de trier de vieilles affaires. J'ai trouvé une boîte contenant les lettres de Jordan, je l'ai ouverte et j'en ai relu quelques-unes. Ces mots, sa voix venue du passé, tu es ma famille. Je me suis souvenu de ces mots et ils ne me faisaient plus souffrir. Ils me procuraient seulement de la chaleur, le souvenir que quelqu'un m'aimait suffisamment pour me protéger, même après sa mort. J'ai fermé la boîte et l'ai remise sur l'étagère. Je me suis approchée du lit où dormait Harper. Il respirait doucement, le visage paisible. Je l'ai embrassé sur le front, sentant l'odeur du savon pour bébé et du lait. Tu es ma famille, ai-je murmuré, et cela me suffit. Mais au fond de moi, je savais qu'un jour, je devrais prendre une décision, permettre à Marlène et Warren de voir leur petit-fils ou non. Donner à Michael une chance d'être oncle ou tourner définitivement la page. Et cette décision changerait tout. Elle ouvrirait la porte à un nouveau départ ou refermerait définitivement le passé. Je ne savais pas encore ce que je choisirais, mais je savais une chose. Quoi qu'il arrive, Harper serait toujours ma priorité, ma famille, ma vie, et personne ne pourrait plus jamais me l'enlever. Et derrière la fenêtre, la mer grondait et les vagues se brisaient sur le rivage encore et encore, sans fin, rappelant que la vie continue, quoi qu'il arrive.